invités, vous avez sans doute été de ceux qui ont suivi l'édition spéciale sur la déclaration du ministre Mahamadou Sana. On apprend alors que les chefs d'orchestre sont des Burkinabés, des noms bien connus des populations de ce pays. Certains ont même occupé des autres fonctions au plan national. Une information reçue comme un véritable coup de massue par plus d'un. Des Burkinabés se disent consternés par cette énième tentative de déstabilisation dont le plan va plus loin pour viser des civils à main nue. Le tout au moment où les fils et filles de ce pays sont appelés à l'union sacrée pour vaincre le terrorisme. Quels enseignements tirés donc de cette énième tentative de déstabilisation perpétrée contre le Burkina? Cette question, nous vous la posons, madame, monsieur. Elle est aussi adressée à nos chroniqueurs sur ce plateau. Docteur Hyacinthe Ouedraogo, ancien chercheur en civilisation africaine. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci. Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir, monsieur Bayala. Oui, bonsoir. Gervais Nadam Bega, ingénieur de développement rural et spécialiste en développement organisationnel. Bonsoir, monsieur Nadam Bega. Bonsoir, madame. Bonsoir, et enfin, Adama Sigire, écrivain et ancien. Bonsoir, monsieur Sigire. Bonsoir, madame. Soyez tous les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, au cours d'une édition spéciale, comme je le disais, présentée sur la RTB, c'était le 23 septembre dernier, le ministre de la Sécurité informait l'opinion de l'existence d'un vaste réseau de déstabilisation contre le Burkina, une énième tentative de déstabilisation. Alors, vous avez suivi les premières révélations ce soir même au journal de la RTB, au journal de 20h. Vous avez entendu sans doute Ahmed Kinda qui revient sur les sommes reçues, sur les armes et même des combattants qui devraient être recrutés au niveau de la Centrafrique. Quelle est votre réaction? Je commence par vous, docteur. Ok, merci bien. Je crois que ma réaction, comme celle de tous les Burkinabés, d'emblée, c'est le choc. C'est la stupéfaction, c'est comme vous l'avez dit, c'est la consternation. Parce que au-delà de tout ce qui a été dit, on comprend que notre nation est ébranlée. Ébranlée depuis donc ses fondements, parce que c'est assez d'éléments qui troublent la quiétude des Burkinabés. Et quand on regarde que c'est pas une catégorie d'individus, mais c'est toute la société qui est passée au scanner. Nous avons des militaires, nous avons des civils, dans lesquels civils, comme vous l'avez dit, on retrouve des politiciens, des journalistes, des hommes d'affaires, des personnes de la société civile. Oui. À mon sens, c'est toute la société qui est indexée et cela remet en cause même les fondements de notre nation. Et aujourd'hui, tous ceux qui doutaient de l'implication des Burkinabés ou même de la véracité même de ces complots de déstabilisation, aujourd'hui, les preuves factuelles sont là. C'est que des Burkinabés ont osé pactiser avec le diable, avec des terroristes, osé pactiser donc avec les ennemis de la nation pour des faits égoïstes, pour des faits, à mon sens, qui sont injustifiables. Donc, comme je l'ai dit, c'est de la consternation et aujourd'hui, chacun doit se poser les questions pourquoi nous sommes arrivés à cette bassesse. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un Burkinabé pactise avec le mal? Parce que, je finis par là, oui. Depuis longtemps, quand on employait le terme apatride, pour beaucoup, ils trouvaient que c'est un terme fort, un terme déplacé, parce qu'en temps de guerre, on doit soutenir la mobilisation, on ne doit pas permettre de stigmatiser certaines personnes comme si elles ne sont pas patriotes. Mais ce soir, depuis donc le 23, avec les révélations du ministre et avec ce soir, les révélations donc sorties à la RTB, oui. Tout le monde comprend que le terme apatride, c'est un terme faible. Monsieur Nathan Bega, c'est vrai que certains doutaient toujours depuis la déclaration du ministre de la Sécurité, mais ce soir, après les révélations de Ahmed Kinda, est-ce que tout le monde doit être sur les mêmes longueurs d'onde sur cette tentative de déstabilisation du Burkina comme annoncé? Madame, à moins d'une dégénérescence morale, à moins d'une perte de valeur nationale, à moins que tu ne sois véritablement gagné par la perte de toute notion d'État.
je ne peux pas comprendre quelqu'un doute aujourd'hui que ce que nous définissions avant comme du mercenariat doit être maintenant le narratif le plus correct. Au lieu de parler de terrorisme comme si ça n'avait pas de visage, comme s'il n'y avait pas d'objectif, comme s'il n'y avait pas une direction dans laquelle ça allait, comme si on ne connaissait pas ceux qui font ça, oui. Je pense que maintenant, c'est on ne peut plus clair. Mais c'est encore plus clair sur deux autres points. Oui. Hein, si vous regardez, vous verrez que vous avez des politiques, des gens qui se sont hissés comme des paragons de la défense des valeurs des organisations de la société civile dans ce pays. Des gens qui se sont illustrés comme des chroniqueurs, comme nous autres, qui défendions de grandes valeurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est juste à la recherche du pouvoir. Et le pouvoir, pourquoi? Pas pour des transformations. Parce que ce n'est pas un bouquin qu'un certain Abdel Bari a produit de son lieu de résidence à l'extérieur pour dire voilà ce que je pense effectivement des orientations que l'on peut prendre au point idéologique et au plan des valeurs, au plan démocratique pour développer ce pays. C'est de la mobilisation des ressources au plan international pour aller chercher des mercenaires pour venir faire exploser effectivement les institutions du pays. Je pense que c'est à noter et à retenir. Parce que on ne peut pas s'imaginer qu'un tel politique envisage aujourd'hui toute cette intervention militaire sans des cellules dormantes à l'intérieur du pays qui n'attendent simplement que l'explosion, qui n'attendent que nous soyons dans une situation où peut-être le chef de l'État, le président du Faso, n'existe plus, pour qu'on dise il y a une vacance de pouvoir, qu'est-ce que l'on fait? Donc ce n'est pas juste une préparation, un complot pour un objectif indécis et imprécis. C'est pour la conquête du pouvoir. Et c'est là que ça doit déranger même ceux qui disent effectivement qu'ils sont contre les coups d'État, qu'ils sont... Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la personne du président du Faso, Traoré Ibrahim, qui est le centre de la mobilisation des Burkinabés. Pas moi en tout cas. C'est les idéaux, c'est les valeurs, c'est le rêve qu'il a effectivement pour ce pays. C'est le holà qu'il a crié contre effectivement toutes les pertes que nous sommes atteints. Et ces gens-là visent quoi? L'augmentation des pertes en vies humaines, juste pour atteindre effectivement leur objectif. Je suis porté à croire, je pense que ça demande encore à mûrir les réflexions, mais dès que j'ai suivi ce qui s'est passé, je me suis dit, mais arrêtons de parler de politique. Supprimons tous les partis politiques et toutes les organisations de la société civile dans ce pays. Divisons simplement les objectifs de ce pays-là en lots de développement. Mettons en place des équipes qui vont réfléchir sur des projets de développement. Et puis, on demandera aux citoyens, organisez-vous dans de nouveaux partis politiques et allez-y faire des soumissions qui vont proposer des hommes, qui vont proposer des approches pour réaliser les programmes qui sont déjà élaborés, parce qu'on n'a pas besoin de 20 programmes dans ce pays-là pour le développement. On va permettre à Imhotep Bayala de réagir. Voilà, on apprend ce soir qu'environ 150 mercenaires sont recrutés et on parle de 80 millions de francs CFA, des armes qui ont été acquises rien que pour déstabiliser son propre pays. Qu'est-ce qui peut pousser un national à tourner le dos à son pays de cette manière-là? Oui, d'abord, quand moi j'ai écouté les révélations officielles du ministre de la Sécurité, j'avoue que j'ai été assommé. Assommé parce que même dans nos plus grandes imaginations, nous mettons des limites à ce que l'homme est capable de ne pas franchir. Sauf que nous avions là des gens qui ne sont plus habités par les valeurs humaines et donc qui peuvent aller au-delà des limites que nous nous fixons à l'action humaine.
Je ne pense plus que on soit capable, à la vue de cela, de considérer que c'est effectivement des gens qui sont encore dans les conditions normales de vie d'humain qui peuvent être à mesure de faire cela. Et aujourd'hui, j'avoue, quand j'écoute de la bouche de Kinda dérouler tout le scénario pour précipiter l'enfer pour les Burkinabés à des fins d'avoir un pouvoir, pas pour créer un projet politique de développement, mais comment redistribuer les avantages d'État à des groupuscules qui ont pendant longtemps sucé ce peuple. Et je pense que ce sont des acteurs qui nous surprennent, mais qui ne nous surprennent pas trop. Je l'avais dit en ce qui concerne Newton Ahmed Bari, que je ne suis pas très surpris. Et je répète et je réitère que je ne suis pas très surpris. Parce que quand vous regardez certains acteurs qui ont été projetés dans l'espace public, il faut interroger la pertinence de leur avènement dans l'espace public. Et donc, quand on remonte jusqu'à la création même d'un certain journal d'investigation que je me réserve de nommer, et quand on interroge l'histoire par rapport à ceux qui ont fourni des informations, notamment en lien avec l'assassinat de Norbert Zongo, pour crédibiliser des acteurs qui n'avaient aucun crédit en dehors de ce marchandage de cadavres. Et par le marchandage de cadavres, des gens comme les Nab sont devenus des grandes figures importantes qui ont même vanté avoir claqué les portes à des médias pour exister, alors que ils avaient, comme le recommandait Damiba, avant de laisser une branche, ou bien c'est entre plusieurs branches, il faut toujours attraper une autre. Mais c'est pour dire très sérieusement que c'est au-delà de l'imaginable, ce qui crée un sentiment de consternation profonde. Et pendant longtemps, on a cru que le journaliste, où il y avait une catégorie socio-professionnelle qui était saine, qu'on ne pouvait reprocher de rien. Et donc, quand nous autres nous disons que certaines approches ou certains comportements de journalistes ne sont pas à l'abri de questionnements, on dit non, vous voulez museler la presse. Mais quand ils évoquent les notions de museler la presse, eux, ils ne se contentent pas de museler des organes. Eux, ils préparent le musellement de plusieurs milliers de vies humaines. Rejetons un regard sur Barça Logo. Parce que tous les gens qui ont été cités, qui nous ont présenté la démocratie, les droits humains, qui proclament leur profond désamour pour les coups d'État, planifient les coups d'État juste après avoir dénoncé officiellement ne pas les aimer. Et Newton Ahmed Bari se réjouit, il faut le dire. Et il a dit que si le président Ibé échappe et continue d'échapper à des coups d'État, il n'échappera pas à une rébellion. C'est pourquoi je souhaite que notre pays soit suffisamment sérieux par rapport à la manière de traiter les traites, ceux qui ont été capables de vomir la mère patrie en lui professant tous les types de chaos et en faisant plusieurs scénarios de misère. Si on échappe au coup d'État, qu'on n'échappe pas à la rébellion. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on ne digère pas avoir perdu des privilèges. Mais réinterrogeons un certain nombre de faits. Je pense que sous la présidence, la gestion de la présidence de la CENI, il y a eu des négociations avec les terroristes au profit d'une paix de pacotille pour avoir des élections truquées, des élections qui vont être remises en cause par les événements politiques qui ont suivi. C'est un investissement raté. Mais quand on suit le profil du ministre des Affaires étrangères, malheureusement... Lequel ministre des Affaires étrangères? Abdoulaye Alpha Bari. Le 18 août 2022, sur sa page, il reconnaissait officiellement et ouvertement que lui et Newton Ahmed Bari
avait des liens avec des groupes armés terroristes. Entre griffes, dans le cadre de négociations qui auraient été voulues. Et que Newton a fait assez dans les contacts avec les groupes terroristes. Et je pense que ce n'est pas du hasard si Newton, à une certaine époque, disait que les terroristes promettent de fêter à Waïgouya et une autre fête à Ouagadougou. C'est parce qu'il était dans le secret des dieux des terroristes dont il était le point focal à l'effet des révélations qui sont faites aujourd'hui. Vous prenez un monsieur comme Lesmer Aziz Diallo. Je pense que nous avons manqué de courage. Nous sommes laissés emprisonner par l'aura des pères des gens que nous n'avons pas eu le courage d'interroger leur véritable histoire. Il est aujourd'hui en Centrafrique. Et les mercenaires devaient venir d'où? De la Centrafrique. Une partie de la mobilisation des armes devait venir d'où? De la Centrafrique. Et il n'est pas seul. Il y a un gendarme qui est dans une organisation internationale. Il y a un certain protégé, on échangeait avec le grand frère de Bamouni, qui est également en Centrafrique. Je pense qu'il y a des faisceaux qui montrent que nous avons en face du répondant. Désormais, ce n'est plus un État poreux, où tous les charlatans, à la chasse du pouvoir, pour eux seuls et contre les peuples, peuvent se livrer à tous les types de chaos et de schémas d'enfer possibles. Monsieur Siguiré, comment vous avez reçu cette déclaration du ministre de la Sécurité sur cette tentative de déstabilisation du pays, soutenue aujourd'hui par les révélations de Ahmed Kinda? Oui, merci beaucoup, Madame Kéré. J'ai suivi effectivement les révélations du ministre Sana, le commissaire divisionnaire Sana. C'est triste, c'est écœurant. Ce sont des révélations choquantes et aussi ahurissantes. C'est d'autant plus grave que ce sont des Burkinabés qui complotent avec des terroristes pour s'attaquer à la nation. Ça prouve jusqu'à quel point nous sommes dans un pays déchiré, fracturé, dans un pays qui n'a pas pu poser les fondements essentiels de la construction d'une nation libre et souveraine. C'est difficile de comprendre que des patriotes, des Burkinabés, des pères et même des mères, veulent faire du mal à la nation et seulement pour leur intérêt égoïste, pour leur intérêt individuel. C'est la révélation de notre échec depuis les indépendances. Et cela nous donne aussi raison à nous autres qui avons toujours dit qu'il faut refonder cette nation-là. Aucun pays ne peut se développer sans base, sans fondation, sans élément de survie. Nous n'en avons pratiquement pas. Nous avons des hommes et des femmes qui se battent pour eux-mêmes, qui se battent souvent juste pour leurs enfants, qui se battent pour leur intérêt égoïste. Ça ne peut pratiquement pas marcher. Vous ne verrez pas dans d'autres pays des officiers de l'armée descendre si bas. Moi, j'ai écouté l'ex-commandant Kinda ce soir et j'avoue que c'est très triste et malheureux de voir un officier de l'armée. Un officier de l'armée n'est pas n'importe qui a été formé à des valeurs patriotiques, qui a été formé pour sauver une nation, descendre si bas et être mêlé à ces genres de choses-là. Si c'était un mendiant de la rue, on aurait dû encore comprendre. Si c'était un homme de misère, un homme vulgaire, homme qui n'a pas à manger, qui n'a rien pour nourrir sa femme, on aurait dû comprendre. Mais un officier de l'armée n'est pas n'importe qui. Il a un salaire, il a des privilèges. S'il descend si bas pour comploter contre son pays, il faut remettre en cause et son éducation depuis sa famille, et son éducation à l'école, l'école dans laquelle nous avons tous été, et même, madame, il faut remettre en cause sa formation militaire, l'école militaire dans laquelle il a été formé. Vous n'allez pas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. Ces révélations sont gravissimes. Ces révélations sont assez gravissimes et ça remet en cause tous les fondements de notre nation. Le Burkina Faso se repose sur quoi? Je vois un pays qui n'a pas d'échafaudage, qui n'a pas de socle, un pays qui se repose sur le vide, un pays déstructuré, qui ne se repose pas sur des valeurs, ni sur des lois assez solides pour faire son développement. Cela prouve que, aujourd'hui, avec le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, nous devons refonder notre nation, ayant le courage d'affronter le taureau par les cornes.
ayons le courage de poser les jalons de nations qui peut vivre. Notre nation est pratiquement comme un mort-né, qui n'a pratiquement pas de chance de survivre. Pourquoi? Parce que congénitalement même, les éléments existentiels qui ont concouru à la formation de cette nation sont des éléments qui ne peuvent pas permettre à cette nation de vivre. Il est temps de refonder cette nation. Il est temps de construire une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui vont savoir que l'intérêt de la nation va au-delà de tous les intérêts égoïstes, va au-delà de tous les privilèges individuels. Pour le moment, au Burkina Faso, notre mal est que nous n'avons pas des hommes et des femmes assez matures, assez intelligents pour comprendre que la vie d'un individu, la vie d'un groupe d'hommes n'est pas à comparer avec l'intérêt supérieur d'une nation. On peut être contre quelques individus, on peut être contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et lui-même, lors de sa sortie en juillet, je pense, au Palais des Sports, il a eu à le dire. Vous pouvez être contre moi, le capitaine Ibrahim Traoré, mais vous ne pouvez pas être contre la nation. Parce que c'est absurde d'être contre sa nation. C'est absurde d'être contre le pays de son père ou le pays de sa mère. Cette nation qui vous a vu naître. Cette nation qui vous a donné pratiquement tout pour que vous soyez la personne que vous voulez. Vous voulez détruire ce pays. Vous voulez faire des morts pour avoir le pouvoir. Pour faire quoi? Pour diriger des armes? Pour boire le champagne? Pour faire quoi? Vous voulez le pouvoir pour faire quoi? Parce que le pouvoir, on le cherche pour diriger des hommes et des femmes. Le pouvoir, on le sert pour rendre service. Le pouvoir, pour le pouvoir sociologiquement en Afrique, ça ne sert à rien. Est-ce que je pense que je vais faire comprendre, madame. Ça veut dire que dans nos sociologies, le chef, le prince, c'est celui-là qui rend service à une communauté. C'est celui-là qui rend service à une société. Mais si vous voulez détruire le pays, si vous voulez tout déstabiliser, tout déstructurer pour avoir le pouvoir pour vous-même, c'est pour servir qui? Ça prouve jusqu'à quel point nous avons un problème fondamental, un problème surtout d'éthique, un problème de morale, d'hommes et de femmes qui n'ont pas de repères, et c'est assez grave. Et à partir de cela, comme nous l'avons toujours dit, il appartient aux autorités compétentes, au chef de l'État, en première position, le capitaine Ibrahim Traoré, et à toute son équipe, de tirer toutes les conséquences de ces graves révélations, et de savoir que nous sommes sur des guerres. Vaincre d'abord le terrorisme, mais aussi refonder une nation, en commençant par le sens de patriotisme qu'il faut imposer, même s'il faut passer par 1000 manières. Alors, M. Bayala, je souhaite que vous réagissiez sur l'envergure de ce complot dans lequel est impliqué des groupes terroristes, comme indiqué par le ministre de la Sécurité. Oui, effectivement, c'est une envergure inouïe. Et comme je le disais, qui aurait imaginé que des citoyens burkinabés qui, pendant longtemps, par des archons officiels de l'État qu'ils ont occupé ou qui étaient cachés derrière les slogans de la démocratie, des droits de l'homme, ont toujours dit leur aversion, leur opposition au terrorisme, recours au terrorisme pour dérouler un agenda politique égoïste. J'avoue que ça vient montrer qu'ils n'ont véritablement pas de limite. Tout est bon pour eux, pourvu qu'ils détruisent le pays de leurs ancêtres. Voyez-vous, le président Abdraman Tchani, le général du Niger, avait dans une récente interview révélé, c'est comme si c'était de l'anticipation. Il nous révélait le rôle stratégique que une nation esclavagiste et négrière comme la France joue comme acte clé dans la déstabilisation des 3 pays de l'AES et donc principalement du Burkina. Et dans ce cas, il avait donné des noms très précis d'agents en service des renseignements français, des surservices de l'armée française qui rencontraient soit des civils ou des officiers pour planifier. Et il donnait les lieux où ces rencontres avaient lieu, le nombre de personnes qui faisaient ces rencontres, en citant nommément le Nigeria, le Bénin, et certaines parties qui n'étaient même pas totalement sous contrôle de notre État, notamment dans la zone du parc d'Arly. Il avait même montré jusqu'à où la perfidie de la France, autoproclamé État des droits humains, pouvait aller pour ses intérêts égoïstes, en faisant passer des spécialistes de l'ingénierie militaire comme étant
des personnes qui ont été prises par les terroristes. Sauf que derrière l'identité des personnes qu'on nous présente comme étant des victimes du terrorisme, c'était des gens spécialisés soit en fabrique de mines, soit en dépôt de mines, soit en des tactiques de guerre qu'on partait faire pour former les terroristes. Et à partir de là, on voit un réseau international, un réseau extérieur qui s'appuie sur des tentacules parce que tant qu'il n'y a pas de fils indignes à l'intérieur, peu importe toutes les batailles de l'ennemi, il demeurera vaincu sur toutes les batailles qu'il y aura. Mais comme nous avons des gens du calibre et de la moralité douteuse de ceux qui ont été cités, qui sont dans ce pays, alors on s'appuie sur eux. Mais ils quittent la variable unique de dire qu'on va faire un coup d'État, mais ils vont jusqu'à recourir aux groupes terroristes. Et c'est là où je dis, il faut que notre opinion nationale, et encore les citoyens de bonne foi, qui passent leur temps à douter de tout ce que l'État central dit. Mais par contre, ce sont des gens qui sont prompts à croire à ce que la France dit. Chaque fois que la France dit quelque chose, moi j'ai l'impression, sur certaines plateformes de ce pays, que nos citoyens ont été éduqués pour croire plus aux bourreaux, aux colons, aux dominateurs, qu'à leurs propres dirigeants. Ils sont prompts à gober de leurs mains et de leurs pieds tout ce que Macron dit, mais ils sont prompts à rejeter la gravité des révélations qui ont été faites par le ministre Sana et qui remet même en cause leurs propres parents qui ont été directement ou indirectement affectés parce qu'ils ont été massacrés. Le deuxième élément, c'est que notre opinion doit se mettre à l'abri d'une chose centrale. Qu'il ne suffit pas d'évoquer la notion d'émancipation, la notion de liberté pour être véritablement un artisan de liberté. Il ne suffit pas de se cacher et d'évoquer la notion de liberté d'expression pour laquelle beaucoup se sont battus pendant longtemps pour en être véritablement un auteur et un artisan. Et parce que ceux qui ont répandu l'héritage entre griffes de Norbert Zongo en disant que Norbert Zongo disait qu'il y a des gens dans ce pays qui, pour leurs intérêts égoïstes, peuvent brûler ce pays et l'utiliser pour chauffer leur café, en fait, c'est ceux qui faisaient ces sensibilisations qui sont en réalité les véritables auteurs. Et l'histoire nous le révèle aujourd'hui. Donc, ils n'auront pas de limite. Et ce que nous venons de voir montre que derrière le démocrate, il y a le putschiste. Derrière celui qui revendique et qui se vend, qui se prend pour être un promoteur des droits humains, il peut être un planificateur de massacres à grande échelle de populations civiles. Et derrière celui qui revendique la liberté d'expression, il peut avoir le véritable orchestrateur d'assassinats ciblés et même de dynamitage. Vous vous souviendrez, le ministre de la Communication, ministre d'État, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, avait son domicile qui devait être dynamité dans un projet. Le Premier ministre, le Président, le ministre Bassolman, ça veut dire que ce sont des charlatans de bonnes intentions. Et c'est à nous de prêter attention, parce que leur narratif ne doit pas piéger notre attention et notre vigilance. Je vous donne la parole, M. Nadambega, sur l'envergure de ce complot. Et le ministre de la Sécurité dit que Barsalgo a même payé les frais, d'autres localités devraient suivre. Alors comment vous appréciez ce complot qui implique même des groupes terroristes et même des services de renseignement de puissance occidentale? Madame, on appelle ce terrorisme-là du terrorisme djihadiste pour faire de la confusion. La dernière fois ici, je disais, il faut que l'on change le narratif parce que c'est des mercenaires. Aujourd'hui, il y a une dimension qui vient s'ajouter. On s'aperçoit que c'est des mercenaires alliés à des gens qui vont à la reconquête du pouvoir par la violence. Et si vous regardez, et ça permettrait effectivement de comprendre l'association entre ce qu'ils appellent effectivement le GENIM et ces nouveaux conquérants de pouvoir du nouveau type. Si vous prenez Aguigali, qui avait comme base Kidal, d'où il vient, c'est un Malien. C'est un ancien rebelle. Comment il allait à la rébellion? Il allait à la rébellion parce qu'il a perdu la lutte effectivement lorsqu'il s'agissait de
gouverner les territoires du Mali. Le pouvoir. Le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de reconquérir une forme de pouvoir sur une petite parcelle, même s'il ne peut pas au niveau central avoir tout le Mali à gouverner. Vous voyez? C'est-à-dire que le pays n'a qu'à se diviser, même il n'a qu'à se diviser par 8, pourvu que ce soit un chef aussi d'une partition. Mais c'est la même chose, effectivement, pour le second du Djenim, qui a pour base Mopti. Lui également, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, dans les débats, il veut aussi son petit morceau. Quand vous prenez effectivement le mouvement de libération du Massina, le leader du mouvement de libération du Massina, qu'est-ce qu'il recherche également? Après avoir perdu la recherche, la conquête du pouvoir du Mali dans son ensemble. Lui aussi dit, allons-y pour la partition, et qu'on cherche un nom effectivement pour cette partie. Et aujourd'hui, vous entendez parler au Burkina Faso depuis un certain temps du Liptako. Et c'est une bonne chose d'ailleurs, que dans l'AES, les gens ne sont pas allés, ils ont bien anticipé à appeler ce regroupement Liptako, parce que la tentation était grande de dire qu'il y avait effectivement une initiative qui a été prise, les entités étaient là, les gens se connaissaient, il y avait déjà des textes, pourquoi ne pas améliorer cela? Aujourd'hui, il y a, parmi effectivement ceux qui sont cités, des gens qui sont en train de dire que si le président échappe à un coup d'État, il n'échappera pas effectivement à une rébellion, s'il continue ainsi. Ce n'est pas évident que ce ne soit pas pour nous fermer les yeux pendant qu'ils sont proches ou près de monter effectivement une rébellion dans l'optique de pouvoir effectivement contrôler ce qu'ils n'arrivent pas à prendre en entité. On divise le pays et ils contrôlent la partie où ils sont. Je ne veux pas aller plus loin pour le moment à ce niveau, mais c'est vous dire le lien intrinsèque qu'il y a entre effectivement tous ces gars qui sont des assoiffés du pouvoir, qui sont effectivement des gens qui ont perdu des privilèges, comme c'était dit tantôt, et qui se disent, si nous ne pouvons pas, pendant les 5 ans à venir, avoir effectivement le pouvoir d'État ou l'opportunité d'avoir effectivement une partie, il y en a qui se révèlent d'être effectivement Premier ministre, j'entends encore, et ça, je suis vraiment surpris, lorsque j'entends que des gens ont négocié avec certains présidents qui devaient avoir le pouvoir pour avoir des postes, et que c'est dans ce sens, effectivement, que des négociations avec les terroristes ont été faites, et que c'est pour cela qu'il y a eu des responsabilités et des rôles dans ces négociations. Je dis aujourd'hui, au regard des grands risques que nous avons, il n'y a personne à couvrir, et il y a effectivement, pendant que la lutte se poursuit, une ouverture d'enquête sur ce qui s'est passé effectivement dans le cadre de cette négociation. Ça ne peut pas continuer à être effectivement une nébuleuse, des mots et des expressions que l'on sort. Si les gens ne sont pas responsables, qu'ils soient blanchis. S'ils sont responsables, qu'ils soient châtiés. Parce qu'on ne peut pas, pendant que son pays est en guerre, dire que l'on va aller négocier avec ceux qui sont pour faire des élections. Ça veut dire quoi? C'est les élections qui sont l'objectif de la gouvernance, ou la gouvernance, c'est pour résoudre effectivement des problèmes du pays. Et c'est cette, j'allais dire, proximité avec les terroristes qui encourage effectivement le terrorisme, mais qui développe beaucoup plus le mercenariat. Comment vous appréciez l'envergure justement de ce complot? Mais c'est ce que je suis en train de dire. L'envergure, c'est 3 points quand vous parlez d'envergure. Oui. Je viens de finir le premier point. Le premier point, c'est lequel? C'est la relation. Vous n'avez fini que le premier point. Le premier point, c'est la relation et la taille des relations, les imbrications de ces relations, oui, tant au niveau national, on va espérer que au vous niveau allez international, avec les leaders oui, des mouvements dits terroristes qui sont cependant des mercenaires. Et il y a, pour finir, l'autre groupe, qui est le groupe des États dits avancés, qui est le groupe dit des États de puissance. Et on n'a pas besoin, comme les gens disent, de taper du sable à l'est pour comprendre. Il faut juste analyser, parce que moi je ne crois pas à la métaphysique. Il faut analyser. Des gens étaient là hier
Ils disent effectivement, nous sommes là, nos forces spéciales sont là, mais ce n'est pas effectivement pour combattre pour vous. On nous lit effectivement, on nous loue les interventions des hélicoptères, mais ils devaient avoir une mission pour leur propre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut pas ne pas établir une relation entre le départ d'une certaine puissance qui s'appelait notre métropole et qui nous considérait comme son précaré, des 3 pays et les grands problèmes économiques et sociaux que cette puissance est en train de vivre. On va permettre à Dr. Donc voilà effectivement, de réagir. et c'est grand. Et oui. Et c'est parce que c'est grand que ça demande à l'intérieur du pays que les gens soient fermés. Je pense qu'on aura l'opportunité de revenir sur voilà. Quelle attitude adopter. Ok, pour l'envergure, moi je dirais qu'on sent une alliance bien manifeste entre les terroristes, leurs parrains, l'impérialisme, et puis des acteurs nationaux qui vivent au Burkina Faso ou qui sont des expatriés. Et tout cela aussi se déroule dans un espace géographique. Certains pays voisins qui ont été cités, pas que ces pays participent, mais en tout cas ces pays, selon ce qu'on a entendu, servent de base arrière pour des rencontres, en tout cas pour préparer les assauts prémédités donc par les déstabilisateurs. On a cité la Côte d'Ivoire, on a cité le Ghana, on a cité le Nigeria, la Centrafrique, et voilà. On sait aussi que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a un Ivoiro-Nigérien, donc le nommé Serge Mathurin. Donc la dimension est assez grande. On se rend compte que pour passer à l'action, les nationaux qui vivent hors du Burkina, tout ce qu'on a cité, ils sont presque vivants à l'extérieur, ils recrutent des terroristes qui les renseignent, qui participent même à la formation. Et au-delà donc de l'appui ou de la connexion entre eux et les terroristes, ils ont aussi l'appui des puissances occidentales. On parle donc de renseignements fournis donc par des pays occidentaux qui n'ont pas été nommément cités, mais on peut s'imaginer si récemment on avait donc arrêté des agents de la DGSE, on peut facilement imaginer l'implication plus ou moins manifeste de la France. Donc, l'impérialisme a sa main. Et quand on sait que l'impérialisme et le terrorisme est parrainé par l'impérialisme, ça ne s'ouvre pas de débat. Donc, l'envergure, à mon sens, nous a révélé que notre pays est victime, j'allais dire, d'un complot international. C'est comme si le pouvoir actuel, ou même les pouvoirs en exercice dans l'espace AES, sont dans le viseur de l'impérialisme. Et quand on va remonter la chaîne de l'information, il faudra qu'on prenne toutes les mesures qui s'imposent. Il ne faudra pas qu'on sous-estime les enjeux actuels. Parce qu'un complot prépare un autre complot. Parce que les déstabilisateurs n'apprennent pas de leur échec. À mon sens, après plusieurs tentatives qui ont été vouées à l'échec, ces gens devaient donc se raviser et changer de posture. Mais malheureusement, c'est comme si tout ce qui se passe, c'est seulement les ramifications qu'on a pu saisir, on a pu débusquer. Parce que si on avait pu toucher le cerveau ou la centrale d'intelligence de cette déstabilisation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que jusqu'à présent, ce sont les ramifications qui sont inquiétées. Et dans cette dimension qui est internationale, il faudra qu'on travaille à couper les connexions de ces déstabilisateurs-là avec l'étranger. Et je vais finir en citant la dimension intérieure. Ce qui n'a pas été dit, on peut sous-estimer qu'il y a des cellules dormantes. Et les cellules dormantes qui peuvent à tout moment prêter main forte à ces équipes de déstabilisation pour donc parvenir à leur fin. Donc, à mon sens, la dimension a été aperçue, mais je ne suis pas sûr que tout
tous les éléments impliqués ont été débusqués, si bien qu'il faut toujours craindre que les éléments non arrêtés, non appréhendés, passent à l'action. C'est ce que moi je vais dire. Pour le moment, le ministre nous apprend que ce complot a été mis en échec. Monsieur Sigiré, docteur Ouedraogo parle de complot international qui implique des nationaux, mais aussi des services de renseignement d'autres pays. Voilà, plusieurs localités devraient être touchées. Alors, comment vous réagissez? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Dr Ouedraogo. Madame Kéré, vous savez, moi j'ai toujours vu le terrorisme comme une guerre de domination et de conquête. Une guerre de domination et de conquête qui est mal comprise par les dirigeants burkinabés. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord avec la politique de Roch Marc Christian Kaboré ainsi qu'avec la politique de Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'avantage du capitaine Ibrahim Traoré, c'est d'avoir compris la nature de cette guerre-là. Pourquoi nous sommes attaqués? Nous sommes attaqués parce que les pays impérialistes, les pays qui ont nous dominé pendant longtemps ne veulent pas nous voir émerger. Ils ne veulent pas nous voir sortir de la classe misère. Ils ont intérêt à ce que nous soyons sous le joug de la domination, sous le joug de l'impérialisme. Parce qu'ils existent, parce que nous existons. Ils ont intérêt à ce que nous soyons pauvres. Si nous arrivons à nous en sortir, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est un peu la règle qui existait dans la Grèce antique entre les esclaves et les aristocrates. Les aristocrates qui passaient leur temps dans les beuveries, qui mangeaient et buvaient, pouvaient le faire parce que chacun avait au minimum 500 esclaves qui travaillaient dans ses champs et qui faisaient tout dans sa cour. Quand les esclaves ont commencé à avoir leur liberté, les aristocrates qui pensaient être au summum de leur gloire ont commencé à revenir travailler la terre parce qu'ils n'avaient plus d'esclaves pour travailler la terre. C'est pratiquement la même chose. Et l'avantage du capitaine Ibrahim Traoré, c'est d'avoir compris cela. Voilà pourquoi les impérialistes activent toutes les tentacules de déstabilisation pour que nous ne puissions pas nous en sortir. Madame Kéré, je vous dis que depuis l'attaque de Barça-Logo, moi j'étais convaincu qu'il y avait un complot qui se préparait contre le Burkina Faso. Parce que je ne suis pas militaire, mais quand même, je suis un logicien et un cartésien. Même si les gens s'en moquent, moi je dis cela avec une grande fierté et j'en suis fier d'être logicien et cartésien. J'ai fait une analyse cartésienne et je me suis dit que si l'attaque a pu se passer à Barça-Logo, certainement c'est parce qu'il y a des complices internes, même dans l'armée, et il y a des complices externes. Et l'attaque de Barça-Logo avait pour seul objectif de tout faire pour que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré prenne fin. L'objectif c'était de déstabiliser le pouvoir. Comme ils n'ont pas pu, voilà pourquoi aujourd'hui les gens sortent du bois et vous voyez tout ce qui se passe. Et voilà les révélations du ministre Sana qui viennent encore confirmer l'envergure d'un vaste complot de déstabilisation contre le Burkina Faso. Comme je dis, je suis dessus et choqué, mais je ne suis pas surpris. Pourquoi je dis que je ne suis pas surpris? Parce que depuis 2015, après l'insurrection que nous avons menée contre le pouvoir du capitaine Blaise Compaoré, moi j'ai compris une chose. La politique au Burkina Faso se résume à une guerre des clans, se résume à une lutte pour des intérêts. Tout ce que nous avons admiré en étant jeunes, tout ce que nous avons pris comme des références, comme des valeurs, vous m'excusez, n'était entre griffes que des valeurs locaux. Des impérialistes de salon qui en réalité se battaient, non pas pour la nation burkinabé, mais pour eux-mêmes. Qu'eux, ils se développent au détriment de la nation. Voilà ce qui s'est passé depuis le départ de Blaise Compaoré. Moi, la chance que j'ai eue par rapport à beaucoup de Burkinabés est que j'ai compris cela très tôt. Et nous sommes restés dans cette logique de ce proverbe-là, oui. Ôte-toi pour que je m'y installe. Ce n'est pas plus que cela. Les dirigeants se foutent et se moquent de l'avenir du Burkina Faso comme de l'an 40. Aujourd'hui, nous avons eu un digne fils, un militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a compris que tous ces hommes qui nous ont malmenés en bateau depuis près de 3 décennies ne faisaient le combat que pour eux-mêmes les intérêts. Et il a décidé de redresser le pays, de remettre le pays sur les rails du développement et de la souveraineté. Et Madame Kéré, voilà ce qui fait mal à ces pro-impérialistes qui prennent une chose, ce que j'appelle des valeurs universelles. Même dans les universités, on prend cela. Je rêve qu'ils arrivent ici, il y a des gens qui croient. Mais comment on peut aller à l'école, avoir le certificat d'études primaires et croire encore à des valeurs universelles? C'est seulement en Afrique qu'on trouve quelqu'un qui a fait 6 années à l'école et qui croit en l'existence des valeurs dites universelles. Mais puis, en Afrique, ce n'est pas seulement 6 années à l'école.
On va à l'université, on sort même avec le doctorat et on croit à des absurdités qui ne veulent pratiquement rien dire. Ils se battent pour quoi? Des prétendus droits de l'homme, prétendue démocratie, prétendue liberté. En réalité, ils utilisent ces mots comme des parents pour se servir, pour eux-mêmes se faire valoir et pour eux-mêmes avoir les intérêts. Ce qui est intéressant dans tout cela est que nous avons compris le jeu. Nous avons compris le mécanisme qui se passe et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Ceux qui ne croient pas, Bayara en a parlé. Moi, je me manque de leur qu'ils croient ou bien qu'ils ne croient pas, ça ne me dit rien. Parce que, comme on le dit, les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas, c'est le fait qu'ils sont de mauvaise foi, comme le dit souvent Jean-Paul Sartre. Vous m'excusez que je cite un Français, mais sa pensée qui m'intéresse, ce n'est pas sa personne. Il faut que je le précise. Donc, voilà des Burkinabés sans dignité, sans honneur, qui complotent avec des impérialistes juste pour le goût du pouvoir. Parce qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir et ils veulent les privilèges pour se partager. C'est triste, mais tout cela montre que nous sommes sur la mauvaise foi. Et Dr Ouédraogo, lui, il aime dire que c'est la dernière guerre. Et la dernière guerre, ce n'est pas le combat entre les Noirs et les Blancs. Aujourd'hui, aucun Français ne viendra faire le mal ici. Ce sont les Burkinabés qui seront les commis des Français. Mais quelles leçons tirer justement de cette énième tentative de déstabilisation? La leçon à tirer, madame, c'est ce que nous autres nous avons dit dès le début. Il faut assumer le pouvoir de façon sociologique. Revenons à nos valeurs, revenons à nos cultures. Il n'y a pas de développement hors sol, il n'y a pas de développement hors sociologie. Comme votre ministre a dit qu'il n'y a pas de développement hors sociologie. Nous, notre drame, notre malheur, c'est l'imitation, c'est la singérie, c'est le refus de réflexion. Ayons le courage de revenir sur nos valeurs pour refonder une nation, pour même refonder une nouvelle façon de concevoir la fonction de président. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu dès le début, nous avons dit sur nos pages Facebook, vous êtes jeunes, mais assumez toute la fonction, toute la plénitude du pouvoir. En guerre, on ne s'amuse pas avec des ennemis. Moi, j'ai été trimballé en justice. Je ne fais pas mon procès ici, mais parce que je suis dans cette logique qu'en guerre, il n'y a que deux camps. Le troisième camp n'existe pas. Mais des Burkinabés, parce qu'ils ont étudié le droit, quoi, il y a un troisième camp qui n'existe pas. Et voilà aujourd'hui que c'est ceux-là qu'on croyait souvent être ce qui n'avaient pas de parti pris, qui se liguent avec des ennemis pour faire du mal à la nation. Dès le début, Newton Ahmed Bari, il a été ici au Burkina Faso, il est sorti. Mais c'est parce qu'il est sorti. S'il n'était pas sorti, Gibril Bachelet, depuis le temps de Marquis Sankaro, quand on a dit qu'il est malade, nous on avait dit qu'il y a l'hôpital de Tengandoua, nous ce soir là-bas. Il y a l'hôpital, comment il s'appelle, qui est juste à côté ici. Mais déjà on dit, le problème, madame, je le dis toujours, vous m'excusez, les Africains sont très croyants. Et moi, c'est souvent ce qui me fait mal. Non, Dieu n'est pas la propriété de quelqu'un. Il faut qu'on se dise la vérité. Le monde est régi par un ordre scientifique. Le monde n'est ni du sentimentalisme, ni un monde d'amoureux. Qu'on se le dise. Soyons-nous aussi objectifs, soyons-nous aussi scientifiques et cherchons que le monde est un rapport de domination ou si vous refusez de vous battre pour s'en sortir, c'est quelqu'un qui va se battre pour vous détruire. Je vous pose la même question, M. Bayala. Quelles leçons tirer de cette tentative de déstabilisation contre le Burkina? Oui, c'est de déjà comprendre que nos ennemis agiront avec des moyens que nous n'avons pas encore soupçonnés. Et c'est de ne minimiser aucune tentacule ou aucun acteur sur lequel l'ennemi peut s'appuyer. Aujourd'hui, l'ennemi est en capacité de recruter dans les mosquées, dans les églises et dans les... Je pense que dans le complot, le ministre Sana a dit un Wakman à l'Est avait mis son expertise de la wakologie au service, ce qui est complètement proscrit pour moi qui suis pratiquant de la religion traditionnelle. Mais aucune entité, aussi choisie par Dieu qu'elle soit, n'est à l'abri. Aucun citoyen, par son titre, par son statut professionnel, n'est à minimiser. Il faut tamiser tous les citoyens jusqu'au fou. Parce que toutes les folies ne sont pas des folies avérées. Les soldats qui sont au front savent que derrière un fou ou une folle se cache un agent, un véritable vecteur d'information et de tactique, de déplacement de troupes ennemies. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et faire en sorte, surtout,
Parce que quand vous voyez un monsieur commandant de la force spéciale, qui met aujourd'hui son expertise, parce que formé par le contribuable burkinabé, jusqu'à son statut d'officier, qui retourne les qualités acquises par le sacrifice national pour servir l'ennemi, ça veut dire, est-ce que tous les Kinda dans l'armée sont finis? Kinda entre griffes. Tous les Kinda entre griffes notamment, parce que en termes de traîtrise, est-ce que les traîtres du gabarit de Kinda existent-ils encore dans les rangs des officiers nationaux ou bien il n'y en a plus? Et est-ce que le cas Kinda vient nous dire qu'il faut redoubler de vigilance dans nos propres rangs? Et comme le disaient Aimé Césaire et France Fanon, la dernière bataille du colonisé, ça sera entre les colonisés eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont aux aguets. Djibril Bassolé pleurnichait avec un statut masculin non complet, parce qu'un homme, quand tes enfants sont en péril, tu traverses, peu importe la taille du précipice, tu le traverses pour aller les libérer. Tu ne restes pas en exil pour pleurnicher la situation d'enfants qui ont eu le privilège d'avoir été interpellés par la force publique. Les autres, pendant 40 ans, ont été massacrés. Une messe de requiem a été refusée à la famille de Thomas Sankara. Par qui? Par Djibril Bassolé. Donc ça veut dire que nous devons véritablement, et sur toutes les entités, redoubler de vigilance. Tous les diplomates qui arrivent dans notre pays, il faut les soumettre à un scanner et aux nouvelles exigences de sécurité. Je salue les mesures extraordinaires qui ont été prises à l'aéroport. Je salue l'ensemble des postes de combat qui sont en train d'être développés à l'intérieur de la ville. Nous sommes en état de guerre. Et il faut qu'on sache qu'on est en état de guerre. Quitte aux magistrats qui ne croient pas, bien évidemment, de sortir et faire un tour pour vérifier. Je veux saluer également nos forces, l'ANR. Parce que, depuis le début, cette agence montre clairement qu'elle est à la hauteur du défi et qu'Ibrahim Traoré ne s'est pas trompé d'acteur pour diriger cette institution. Et qu'elle continue de monter en puissance. Parce que la grandeur d'une nation réside dans la puissance de son renseignement qui anticipe. Monsieur Natambega, quelles leçons en tirer? En 1993, un véhicule chargé de près de 700 kg d'explosifs a explosé aux États-Unis à côté des 2 tours. C'était la première attaque du World Trade Center. Aussi grave que c'était, ça n'a pu effectivement tuer que 6 personnes. Et ça fait 1200 blessés. Mais, juste après cela, il y a eu une réaction forte, tant au niveau effectivement du législatif qu'au niveau de l'exécutif. Il y a eu ce qu'ils ont appelé l'Anti-Terrorism and Death Act, Death Penalty Act, qui disait quoi? Maintenant, il faut effectivement que même pour ce qui est effectivement de la mort, on puisse la donner. Mais je précise, ce n'est pas pour faire effectivement suivre les appels à meurtre qui sont dits, mais c'est dire que c'était légiféré au niveau fédéral pour permettre effectivement à ce que ça suive. On a insisté sur le partage des informations au niveau de toutes les institutions du pays. On a même fait en sorte que, au niveau des tribunaux, quelle que soit l'instance du tribunal, les informations que l'on pouvait recueillir dans le cadre d'un procès, si ça avait un trait avec des possibilités, on ne dit même pas avérées, hein, des soupçons, ça devait être reversé aux structures de traitement de l'antiterrorisme. Et puis, il est arrivé le 11 septembre. Le 11 septembre, ils sont montés plus fort avec ce qu'on a appelé effectivement le Patriot Act. Et le Patriot Act est venu avec des décisions très très fortes. Je vais m'appesantir seulement sur 2, 3 et les gens pourront aller rechercher. L'une des décisions, c'est que en 2001, en novembre 2001, toujours aux États-Unis, ils ont décidé du tribunal, l'institution du tribunal militaire.
On pense ici, quand on parle effectivement du tribunal militaire, c'est un tribunal d'exception qui est là, etc., etc. C'est dans un pays démocratique où nous allons prendre effectivement nos leçons, où nous avons le privilège chaque fois de citer pour dire que c'est ça. Ils l'ont décidé. Et mieux que cela, ils ont dit, en fait, le président de la République, le président des États-Unis peut commander effectivement, c'est-à-dire il peut suggérer qu'il y ait un procès sur un cas donné. Et il n'y a pas de contrôle judiciaire, il n'y a aucun contrôle judiciaire auquel on peut soumettre cette décision. Et ça va se passer en huis clos. Et si on faisait la parallèle maintenant avec le Burkina? La parallèle avec le Burkina, c'est dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, vous voyez que les gens sont en train de tirer à boulet rouge sur le tribunal militaire et on dit, tel jeune qui est le président du tribunal militaire, il est en train effectivement d'exposer un tel, de faire si, c'est comme enlever toute crédibilité à cela. Ça veut dire qu'il faut légiférer, donner dans cette situation de guerre au président du Faso les mains libres pour tout ce qui a trait effectivement au terrorisme. Mais non seulement c'est à huis clos, mais c'est lui qui pouvait récuser et demander la révision d'une décision du tribunal militaire. Vous verrez effectivement qu'il y a des appels au meurtre. Mais on ne va pas soutenir effectivement les appels au meurtre. Vous avez effectivement aussi des situations où on demande que des pères, des mères, des géniteurs anglo répondent pour les actes de leurs enfants majeurs. On ne peut pas aller là. Dans ces situations, on appelle à ce que des enfants répondent effectivement à leurs parents. Tant il est vrai qu'il ne faut pas faire un appel sur la base de l'expérience et des expériences qu'ils ont vécues au Rwanda à côté de chez nous ici, et de tout ce qui a été fait, et on appelle effectivement les procès des 1000 collines, les appels des 1000 collines, il faut se dire une chose, il faut désormais qu'il n'y ait pas de plaisanterie, qu'il n'y ait pas de faiblesse par rapport aux situations. Mais pour le faire, nous avons une assemblée qui doit légiférer. Et la peine de mort doit être, la peine capitale doit être une chose effectivement qui doit être réinstituée. Ça c'est un. C'est-à-dire nous devons reviser toutes nos procédures et faire en sorte effectivement que les gens répondent à la hauteur effectivement de leur forfait. Et je répète une fois de plus, quand je dis qu'il faut aller re-questionner toute cette négociation, parce que tout est parti de là, toute cette négociation avec les terroristes, c'est pour apprendre les leçons, voir effectivement c'était quoi les ramifications, c'était quoi les motivations, quelles ont été les personnes impliquées, quelles ont été les personnes touchées. Et de cette façon, on comprendra quels sont les intermédiaires. Et on va sévir. Sinon, si on continue à penser que oui, c'est une chose, un tel c'est un ami, un tel c'est un partisan politique de moi, il faut effectivement, c'est pendant ce temps des citoyens burkinabés, des femmes et des enfants anonymes et innocents qui sont en train de payer le prix fort. D'accord. Docteur Ouedraogo, votre réaction sur les leçons à tirer? Ok, les leçons à tirer, je pense que premièrement, il faut qu'on reste vigilant, alerte, parce que les ennemis ne vont pas se lasser d'entreprendre ou de relancer d'autres tentatives de déstabilisation. Et tantôt j'ai parlé de l'impérialisme. Quand on connaît comment est-ce que l'impérialisme se comporte, on se rend compte qu'il ne se lasse jamais. Il y a combien de révolutions dans le monde qui ont été endiguées, qui ont été donc ensevelies par l'impérialisme. Et c'est cette manière de torpiller, d'aller à la répétition qui motive l'impérialisme aujourd'hui. Et quand on sait tout le projet AES et les inquiétudes que ce projet suscite au niveau de l'impérialisme, il faut qu'on soit sûr d'une chose. L'impérialisme va toujours tenter et retenter. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Deuxièmement aussi, les complicités internes, les infiltrations vont toujours continuer jusqu'à ce que notre peuple ait un niveau de maturité
un niveau de conscience citoyenne politique élevé. Jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là, pour l'instant, de façon donc conjoncturelle, on ne pourra pas finir avec les complicités, les infiltrations, en tout cas les ennemis qui vont passer de travers pour parvenir à leur fin. Voilà pourquoi il faut rester donc alerte. Il faut aussi, à mon sens, accroître les moyens de renseignement. L'espionnage, le contre-espionnage. Il faut impliquer le peuple dans la défense même de la patrie. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de citoyens se sentent impliqués dans les questions donc, de renseignement, de sécurité. Mais pour la plupart, c'est toujours la somnolence, c'est toujours donc l'ignorance que nous sommes dans un État qui est en guerre. Et pour qu'on parvienne à cela, il faut qu'on se tourne de façon structurelle vers l'éducation de ces masses-là. Qu'il y ait en tout cas de grands programmes qui visent à impliquer le peuple. Comme j'aime le dire, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, même la nuit, que le citoyen s'interroge en permanence. Qu'est-ce que je dois faire pour donc endiguer les infiltrations de l'impérialisme? Qu'est-ce que je dois faire pour participer à la surveillance ou à la défense de la patrie? Et comme le disait donc M. Bayala, je crois que tout en saluant l'efficacité donc de l'ANR, tout en saluant même ce réseau qui a été tissé entre les pays donc, de l'AES, parce qu'on sait qu'il y a aussi une mutualisation des renseignements. Tout cela participe aussi donc de notre capacité à résister aux assauts de l'ennemi. Tout en saluant cela, il faut aussi, à mon sens, toujours interpeller. Interpeller. Et je salue aussi au passage c'est ce courage donc, du président donc, du Faso, qui donc, dès sa prise de pouvoir, a eu le courage donc, de rompre avec la France. Ça aussi, ça a permis, à mon sens, d'éviter l'infiltration dont notre système de renseignement était victime depuis donc, les indépendances avec la présence française et tout ça. Okay. Donc, allez-y. On va faire un tour de table avant de nous quitter. Le temps qui nous est imparti est terminé. Mais je souhaite que vous réagissiez sur cette phrase du ministre de la Sécurité qui dit que la récréation est terminée. Voilà, comment mettre définitivement fin, comment barrer la route de façon définitive aux comploteurs. Et je vais rester avec vous, docteur Ouédraogo. Ok, donc... j'espère que vous allez être bref. Parce je serai bref, oui, pas de problème. Je crois que je vais aller dans le même sens que le doyen Nadambega. Pour que la récréation, les gens comprennent que la récréation est terminée, il faut des mesures fortes. Il faut que l'État s'assume. Il faut que des mesures soient prises pour que ceux qui sont interpellés, à mon sens, soient châtiés à la hauteur de leur forfait. Ça, il le faut. Comme j'aime le dire, il faut que les sanctions ou la punition servent aussi d'école. Jusqu'à présent, nous jouons avec les questions d'État ou de nation. C'est des questions sur lesquelles on ne doit pas jouer. Et tant qu'il n'y aura pas une répression à la hauteur, certains peuvent toujours se laisser tenter. Parce que l'impérialisme, comme je l'ai dit, va passer donc par... comme ce soir, on a parlé de 80 millions et autres. Oui. Combien de Burkinabés peuvent résister donc à 80 millions? Mais s'il y a des mesures fortes qui sont prises, s'il y a des sanctions qui tombent, ça c'est le premier élément que je voulais évoquer. Donc que l'État s'assume par des mesures fortes. Le deuxième élément par lequel je vais finir pour ne pas tirer long, bien sûr, il faudra qu'on travaille main dans la main. L'Union sacrée de Burkina. L'Union, pour tous ceux qui veulent aller au changement, tous ceux qui pensent qu'ils ont une pierre contributive au développement, merci, que les gens sortent donc de leur silence. Pour je vous donne la parole, M. Nadambega. Soyez bref, s'il vous plaît. La planiférie pour aller aux actions et aux actions d'anticipation. Et c'est au nom des actions d'anticipation que j'avais commencé par dire il faut que le pouvoir s'assume. Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas une Assemblée nationale, mais en lieu et place, une Assemblée législative de la transition. Pourquoi? Parce qu'on estime, les gens disent oui, c'est une boîte aux lettres. Oui, que ce soit une boîte aux lettres. Mais une boîte aux lettres pour qui? Pour le peuple, qui doit effectivement l'utiliser à bon escient, pour autoriser l'exécutif, pour autoriser effectivement le président du Faso et les institutions républicaines à sévir, à partager effectivement les informations, les renseignements, pour pouvoir anticiper. Parce que c'est le renseignement qui permet d'anticiper. La deuxième chose qui semble banale, mais qui est très importante, c'est lié
à la nature même des pouvoirs comme le nôtre aujourd'hui, des pouvoirs militaires. Un pouvoir militaire est toujours un pouvoir aléatoire. Pourquoi je dis aléatoire? Le meilleur comme le pire peut sortir de là. Et il ne s'agit que d'un petit grain de sable. La présence d'un petit grain de sable, un traître, une manipulation, et puis tout ce qui se construisait, tout ce qui s'échafaudait tombe à l'eau. Le cas effectivement de Thomas Sankara doit être une leçon qui nourrit effectivement d'abord ces deux premiers leaders, à savoir, on l'appelle, c'est un colonel, Yabré, le capitaine, le commandant, c'est un commandant, et le capitaine président du Faso, Traoré Ibrahim. Quelles que soient les promesses, quels que soient les liens avec des partis politiques, et j'insiste encore, quels que soient les liens avec des partis politiques, quels que soient les liens avec les organisations de la société, certaines organisations de la société civile, ou même des personnalités morales et physiques, il faut qu'ils sachent que c'est du leur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, aucun système ne peut s'asseoir et sauver l'un ou l'autre si effectivement il y a la moindre faille entre eux. Ça, c'est d'un. Bon, deux, alors. Trois, il faut que la fermeté soit à tous les niveaux. La fermeté à tous les niveaux, là, ça veut dire quoi? Je reviens à ça. Il faut qu'il y ait une légifération qui nous ramène effectivement là. Je répète et je répète cela, la peine capitale. D'accord, on vous aura compris, monsieur Nadambega. Je vous donne la parole, monsieur Bayala. Oui, moi je dirais très rapidement que le président a expérimenté son ouverture, la cohésion avec tout le monde. Au début de son pouvoir, avec Djibril, il a eu des échanges. Avec Alpha Bari, il a même dit que chaque 5 minutes il l'appelait. Abdoulaye Bari s'est même déplacé avec des journalistes des succursales coloniales françaises pour tenter de lui arracher une interview. Je pense que chacun a tenté. C'était le bal des sorciers. Ils ont échoué, ils n'ont pas digéré le fait que le Burkina Faso ne leur est pas garanti de privilèges. C'est d'utiliser ces cas pour que des mandats qui les classifient. Parce qu'une fois qu'on s'allie à des terroristes, je pense qu'on le devient. On rentre dans leur narratif. Est-ce que vous avez connaissance que les États-Unis ou la France aura des citoyens qui sont en connexion avec les terroristes et juste après, pour annoncer la fin de la récréation, on se contente d'informer le peuple? Non. Il faut mettre sur une liste, faire une cartographie nommée de chaque acteur pour qu'il soit clarifié pour eux et pour l'opinion publique nationale, parce qu'il y en a qui continuent d'aller liker ou d'interagir avec eux. Ils ne savent même pas que interagir avec un terroriste, c'est comme si vous consentez à son opinion. Donc, pour mettre notre population à l'abri, il faut classifier déjà ces gens-là comme le ministre l'a révélé. Le deuxième élément, c'est que quand vous voulez vous réinventer en dehors de la France-Afrique, ce que le capitaine est venu faire avec ces deux autres présidents, c'est qu'il a de ceci d'imaginatif et de permanent. C'est aussi de rester en veille et d'avoir des services de renseignement à l'extérieur qui peuvent éteindre de l'ennemi hors territoire. Et je pense que la performance et la grandeur d'un État, c'est aussi sa capacité de longue distance à neutraliser et ou à mettre hors de portée de nuire tous ceux qui peuvent tenter à sa sûreté et à sa sécurité. Monsieur Siguré? Oui, merci beaucoup, madame. Ce que les hommes ont dit me renvoie à ce que moi j'appelle le réalisme de Machiavel. Ce n'est pas le machiavélisme, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle du réalisme de Machiavel parce que moi j'aime le réalisme. Machiavel a dit que le prince doit avoir des qualités: se faire craindre et se faire aimer. Il faudrait que les autorités, le capitaine Ibrahim Traoré et les autres autorités comprennent cela. Nous sommes en guerre et la guerre est une période exceptionnelle. Ce n'est pas une période ordinaire comme les autres périodes.
En cette période, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, doit certainement se faire aimer par les patriotes. Ceux qui aiment le Burkina Faso et ceux qui se battent pour le Burkina Faso. Du reste, beaucoup de gens l'aiment et les apprécient ce qu'ils font, ce qu'il fait. Il doit aussi se faire craindre, et vraiment se faire craindre par les ennemis de la nation. Par ceux-là que nous appelons les apatrides, parce qu'ils sont effectivement les apatrides. Et qu'on travaille de telle sorte à ce qu'ils n'aient même pas l'envie d'entreprendre un projet de coup d'État contre le pouvoir de Burkina Faso. Ça, c'est la réalité du pouvoir. Et comme j'aime dire souvent, le pouvoir, ce n'est pas de la morale. Je ne dis pas que c'est de l'immoralité, ce n'est pas de ça. Mais le monde est régi par la domination, le monde est régi par la rationalité, et nous devons saisir ça dans ce sens-là. Aussi, en dernière position, c'est vraiment mettre l'accent sur la sécurité de l'État. Même s'il faut fouiller les chambres des gens, il faut en arriver là. Parce que personne ne détient une carte blanche dans ce pays-là. Ce qui est déjà fait, c'est bien, mais l'ANR peut encore renforcer ses services à tous les niveaux pour surveiller tous les Burkinabés de près et surtout les Burkinabés qui sont suspects. Même si on va aller jusqu'à dans les chambres, il faut les surveiller d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Tous les pays en guerre se comportent comme ça parce que la guerre est une période exceptionnelle. Merci, monsieur. Merci, monsieur Adaman Sigiré, écrivain et enseignant. Merci à Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci à Dr Yacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur en civilisation africaine. Et merci à Gervais Nadambega. Il est ingénieur de développement rural et spécialiste en développement organisationnel. Nous vous disons aussi merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre oreille attentive. Nous serons ravis de vous retrouver la prochaine fois pour débattre d'autres questions majeures sur la RTV. Bonsoir. Pourquoi ses parents ont abandonné Oumout? Mamie